Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de parution depuis un mois à peu près, alors que le rythme normal depuis plus de 3 ans c'était un podcast ou une vidéo par semaine. J'ai pas forcément envie d'expliquer publiquement les raisons de cette absence, en tout cas pas dans le détail. Je pense que c'est un peu tôt. Je suis d'ailleurs pas sûr que ce soit aussi intéressant que ça, parce que le projet de cette chaîne, c'est surtout de parler de philo. Sachez simplement que j'ai un deuil depuis 1 mois et que c'est ça qui explique ces quelques semaines de silence. Alors je pense qu'il y a plein de façons de réagir à ce type d'événement, les deuils. Et à titre personnel, j'ai besoin maintenant de renouer avec la philo. Parce que un des messages que je porte sur cette chaîne, c'est que la philosophie, c'est un outil qui vise à donner du sens à nos vies et à faire face aux épreuves qu'elle renferme inévitablement. Parce que, in fine, quelles que soient nos origines, notre couleur de peau, notre genre, le milieu social dont on vient, etc., il y a quand même un certain nombre de choses universelles auxquelles on doit tous faire face dans la vie. La mort en est une, mais c'est pas la seule. La liberté, l'amour, l'amitié, la joie, la tristesse, l'éducation, l'organisation de la société, et j'en passe, tout ça, ce sont des thèmes philosophiques qui nous concernent tous et sur lesquels on a tout intérêt à méditer autant que possible, parce que si on ne le fait pas, eh bien on est d'autant plus démunis face aux épreuves qui leur sont associées quand elles se présentent à nous, ce qui est totalement inéluctable. Je dis pas ça pour faire le doomer, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais on peut être optimiste sans être naïf, je crois. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai besoin de reprendre les publications hebdomadaires, de renouer avec la philo, c'est ce que je peux faire de plus utile, et c'est ce que je veux faire maintenant. Alors l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à Spinoza. Vous allez me dire, quelle originalité, il doit y avoir au moins 6 ou 7 épisodes qui parlent de Spinoza et de ses écrits dans Nouveau Paradigme. Mais la raison pour laquelle je veux y revenir maintenant est liée à une phrase précise qui me travaille beaucoup, notamment du fait de ce que je traverse en ce moment, mais qui me travaillait déjà avant ça. C'est une phrase qui a trait à la mort, bien sûr, et je vais vous la lire dans quelques instants, mais avant ça, je voulais aussi dire quelques mots peut-être plus ancrés dans l'actualité, puisque personne n'y a échappé, mais donc cette semaine se tenaient les élections présidentielles américaines de 2024, qui opposaient Harris, la candidate du Parti démocrate, et Trump, le candidat du Parti républicain, et je voulais vous partager quelques réflexions à ce sujet, en essayant du mieux que je peux de proposer une analyse qui ne soit pas purement partisane. C'est quelque chose que j'essaie au maximum de faire, même quand je propose par exemple une critique d'un vidéaste très à droite sur YouTube. J'essaie de donner une grille d'analyse, une grille de lecture qui soit audible pour des gens aux convictions politiques assez variées. Parce que je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre ensemble, majoritairement, qu'on soit de gauche ou de droite. En l'occurrence, donc, les élections américaines ont vu la réélection de Trump pour un second mandat après la parenthèse Biden, et les quelques réflexions que j'aimerais vous partager à ce propos, c'est qu'au-delà des lamentations excessives qu'on peut lire et entendre depuis la victoire de Trump, il y a à mon avis 2 choses qui, moi, personnellement, me poseraient vraiment question si j'étais américain. La première, c'est: est-ce qu'on va voir un prolongement de ce qu'on avait observé en 2022 avec le renversement de l'arrêt Roe versus Wade? Autrement dit, est-ce qu'on va voir un nouveau recul du droit à l'avortement aux États-Unis? Évidemment, je colle un petit peu mon prisme non religieux à cette problématique, parce que je ne suis pas croyant, mais voilà, je pense que ça pose question philosophiquement, parce que sur beaucoup d'aspects, aussi bien de santé publique que de philosophie morale, le droit à l'avortement est indéniablement un progrès. Il suffit d'observer la mortalité féminine dans les pays où il est interdit pour s'en rendre compte. Parce que juste, quand l'avortement n'est pas un droit, il est pratiqué quand même. Je vous mettrai des liens en description à ce sujet. Donc ça, c'était la première chose, et le deuxième point qui interroge, c'est finalement, est-ce qu'on croit dans le modèle démocratique? Moi, à titre personnel, j'y crois. Je sais que dans certains cercles de gauche, disons, si on est suffisamment léniniste, on finit par considérer plus ou moins que la démocratie libérale, c'est une arnaque qui sert les intérêts de la bourgeoisie. Je caricature un petit peu, mais je crois pas être très loin de la vérité. Et moi, je ne fais pas partie des gauchos qui pensent ça. Je crois dans le projet de la démocratie libérale. Ça veut pas dire que le libéralisme est une philosophie politique parfaite, et je critique aussi régulièrement ce qui m'apparaît comme des failles au sein de cette doctrine. Mais bref, sur son postulat de base, je pense qu'il propose un modèle désirable, même si perfectible. Tout ça pour dire, pour en revenir à Trump, si on croit dans le modèle démocratique, est-ce qu'on veut valoriser un candidat avec son passif? Et là, on est un petit peu tiraillé, parce que pour le coup, il a remporté non seulement le vote du collège électoral, mais aussi, pour la première fois, le vote populaire. Et donc si on est favorable au régime démocratique, il faut respecter ça bien sûr, et je le respecte. Mais il faut pas oublier non plus que Trump, c'est quelqu'un qui a déjà violé allègrement un principe assez fondamental du système démocratique, en mettant en doute sa légitimité. Et là, on est face à un paradoxe, parce que Trump a été élu démocratiquement, il a gagné, mais quand il perd, démocratiquement, là il refuse de le reconnaître. Et on se souvient du 6 janvier 2021 et de l'assaut du Capitole des États-Unis. À l'époque, il y avait eu beaucoup de rumeurs concernant une prétendue fraude électorale massive qui aurait permis à Biden de se faire élire. Or, rien n'a jamais permis d'étayer ces rumeurs. Et dans la campagne que les Américains et Américaines viennent de vivre, croyez pas qu'il en a été différemment. Trump et ses équipes de campagne avaient préparé le terrain pour potentiellement mettre en doute la validité des résultats, en employant les mêmes méthodes rhétoriques conspirationnistes pour avoir une carte à jouer en cas de défaite électorale. Bon, le fait est que Trump n'en a pas eu besoin puisqu'il a gagné, mais vous pouvez être sûr que si les résultats avaient été différents, tous les petits séides de Donald auraient crié à la tricherie à grande échelle. L'analogie qui a été faite à ce sujet par plusieurs commentateurs, c'est celle de la simulation au football. Quand un joueur simule au foot, il sait que personne n'a fait faute. Il essaie juste de gratter un penalty, un coup franc ou un quelconque avantage, en tablant sur le fait que l'arbitre va croire à la simulation.
Ce que fait Trump avec ses méthodes, c'est de la simulation électorale. Il n'est pas sincèrement convaincu qu'il y a eu des fraudes. Il simule pour gratter des avantages. Ça peut vous paraître un détail, ça peut vous sembler pas très important, mais moi je pense que c'est crucial. Je pense que ce type de pratique en politique, ça provoque au fur et à mesure, si ça se généralise, la mort de la démocratie. Parce que fondamentalement, c'est une façon de dire « je ne crois en ce système que quand son résultat me convient », ce qui va à l'encontre des principes fondateurs de la démocratie libérale. Alors encore une fois, je ne veux pas faire le doomer catastrophiste, je pense pas qu'il suffise d'un nouveau mandat de Trump pour détruire la démocratie, et plus généralement, j'aime pas cette tendance qu'on peut avoir à être tout de suite dans l'exagération quant aux conséquences de telle ou telle élection. Mais je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer les effets néfastes à long terme de ce type de rhétorique si on poursuit dans cette voie. Je pense que cette stratégie, cette rhétorique de la post-vérité, ça participe d'un mouvement qui porte en lui une part d'antidémocratisme. Tout cela étant dit, si on se place d'un point de vue un peu plus franco-centré, l'élection de Trump, c'est, dans une certaine mesure, une opportunité pour les nations d'Europe. Une occasion de prendre une certaine distance avec les desiderata géopolitiques des Américains, et donc pour nous Français, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. En tout cas, partiellement. Voilà pour ces quelques réflexions qui valent ce qu'elles valent. J'insiste pas plus sur ce sujet, et maintenant on va passer à des choses plus intemporelles et en revenir à un homme d'une bien plus grande qualité que M. Trump, j'ai nommé M. Spinoza. Comme je vous l'ai dit plus tôt, donc, il y a une phrase de Spinoza dans l'éthique qui me travaille depuis longtemps et qui a trait à la mort. Elle est tirée de la 4e partie qui porte sur la servitude humaine et sur la puissance des affects, et plus précisément il s'agit de la proposition 67. Je cite. « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » La démonstration qui suit nous dit ceci. L'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit sous la seule dictée de la raison, n'est pas conduit par la crainte de la mort, au contraire, il désire directement le bien, c'est-à-dire qu'il désire agir, vivre, conserver son être, à partir du fondement selon lequel il doit chercher ce qui lui est utile en propre. Et, partant, il ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation de la vie. Fin de citation. Donc ces extraits me questionnent beaucoup parce que, au contraire, moi j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut méditer sur la mort régulièrement, que ça permet de mettre les choses en perspective et de se concentrer sur ce qui a de l'importance. Mais Spinoza, lui, il a l'air de nous dire l'inverse. Il a l'air de nous dire qu'il y a quelque chose de presque suspect à penser à la mort, parce qu'il y associe une forme de crainte, qui est indéniablement une passion triste, un affect qui fait décroître notre conatus, notre puissance d'agir. Il y a d'ailleurs une remarque assez intéressante à ce sujet dans la dernière traduction française de l'éthique, dirigée par Maxime Revers. Je vous lis tout de suite la note associée à cette proposition. Le rejet par Spinoza des pensées sur la mort prend le contre-pied d'une longue tradition philosophique qui remonte à Platon, qui écrit « Tous ceux qui s'appliquent à la philosophie et s'y appliquent droitement ne s'occupent de rien d'autre que de mourir et d'être mort, ou s'exercent à mourir. » Je m'interromps 2 secondes ici pour préciser que cette phrase elle est tirée donc de Phédon, de Platon, mais elle est aussi reprise par Cicéron dans les Tusculanes. Je reprends. Cette conception a donné naissance à des pratiques mentales qui atteignent leur apogée antique avec les stoïciens romains. Épictète écrit que la mort, l'exil et tout ce qui paraît effrayant soit devant tes yeux chaque jour, surtout la mort, et tu n'auras jamais aucune pensée basse ni aucun désir excessif. Manuel, chapitre 21. Pour Spinoza, le rejet de ces pratiques s'oppose aussi à la tradition de l'ars moriendi ou art de mourir catholique, selon le titre d'ouvrage illustré diffusé en réponse aux épidémies de peste destinées à accompagner les mourants dans leurs derniers instants, même en l'absence de prêtres. En particulier, les gravures des tentations du mourant sont courantes aux Pays-Bas. Franciscus van den Enden a même écrit un poème pour accompagner les gravures des étapes de la vie de Peter Nolp, préparation morale à la mort. Sa pièce Philédonius d'ailleurs porte le même message. Fin de citation. Cela étant dit, en cherchant à aller plus loin que cette note et à comprendre plus en profondeur quelle était la position exacte de Spinoza sur la mort, j'en suis venu à une seconde source, un livre récent de Steven Nadler qui porte notamment sur cette question et qui s'appelle Think List of Death. Il n'est pas encore traduit en français, mais je vais vous en lire un passage que j'ai choisi pour l'occasion. Pour rappel, Steven Nadler, c'est un universitaire américain spécialiste notamment des rationalistes européens du XVIIe siècle. Il était venu dans le podcast il y a quelques mois pour parler de Spinoza, et plusieurs de ses livres lui sont dédiés, dont celui-ci. Je voulais vous en lire donc tout de suite un premier extrait qui me paraît intéressant, parce qu'il pointe ce qui, dans l'éthique, pourrait sembler au premier abord être un paradoxe. Je l'ai édité pour plus de clarté. Je cite. « Le spectre de la mort rôde partout dans l'éthique. De la conception métaphysique des êtres humains vus comme des modes temporellement limités de la substance infinie et éternelle qui s'efforce de persévérer, jusqu'à la conception physique du corps humain en tant qu'il comporte une part de mouvement et de repos, susceptible d'être altérée par des forces extérieures jusqu'à ce que le corps humain soit détruit, et c'est sans oublier la psychologie du suicide. Cependant, ce n'est qu'à la fin de la 4e partie, lorsque Spinoza se penche sur la vie de la personne libre, qu'il aborde explicitement une question philosophique de longue date, quelle attitude adopter face à la mort? Faut-il la craindre, l'anticiper avec tristesse, avec effroi, ou même encore avec espoir? Faut-il l'accepter avec résignation, ou bien sans certitude? L'opinion de Spinoza est que la seule façon convenable, rationnelle de faire face à la mort, qu'il s'agisse d'un destin imminent ou de notre condition générale de mortel, est de ne pas y penser du tout. La personne libre, guidée par la raison, aussi bien que celle qui est dirigée par ses affects, peuvent toutes deux en arriver à agir selon ce qui est bon et juste.
Ce qui les distingue, c'est la raison pour laquelle elles agissent ainsi. La personne qui est mue par la peur fait le bien parce qu'elle se concentre avant tout sur le mal qui résulterait de ses mauvaises actions. Elle se précipite aveuglément dans les bras du bien en voulant simplement fuir le mal. La personne libre, en revanche, poursuit uniquement le bien, et ce, de façon directe, et non pas pour éviter le mal. Elle cherche la joie plutôt que de vouloir échapper à la tristesse. Spinoza illustre cela par un exemple culinaire. Un malade avale des choses qui lui répugnent par peur de la mort. Un homme sain, au contraire, se réjouit de manger. Et par là, il jouit mieux de la vie que s'il avait peur de la mort et désirait directement l'éviter. Le même principe qui guide le plaisir de manger chez la personne en bonne santé s'applique à l'effort de persévérance de la personne libre. Elle ne fuit pas la mort, mais savoure la force de sa propre puissance et sa relation à Dieu ou à la nature. Son estime de soi rationnelle est une appréciation heureuse de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut accomplir et de la vie qu'elle mène. Elle poursuit le bien, non par hasard ni par peur du mal, mais directement et intentionnellement, simplement parce que c'est ce que la raison lui recommande. Cette satisfaisante méditation sur la vie laisse à la personne libre peu de temps et encore moins de désir de penser à la mort, que ce soit pour s'en faire une idée adéquate ou bien par des fantasmes de l'imagination. Donc ici, Nadler souligne de façon très précise la raison pour laquelle Spinoza considère que la sagesse véritable consiste non pas en une méditation de la mort, mais en une méditation de la vie. Et juste pour préciser, parce que vous avez vu qu'il y avait une citation dans la citation, l'extrait sur le malade qui se force à avaler des aliments qu'il trouve infâmes parce qu'il a peur de la mort, c'est tiré de l'éthique, et plus précisément de la seconde scolie de la proposition 63, partie 4. Maintenant, il me semble que cette méditation de la vie spinozienne est avant tout focalisée sur le fait de ne pas être inquiété par notre propre mortalité, à chacun d'entre nous individuellement, je veux dire, sur l'aspect subjectif de notre mort future, en partant du principe qu'il n'y a pas d'au-delà. Pour Spinoza, l'âme meurt avec le corps. Et c'est tout à fait cohérent, puisque à l'inverse de Descartes, il ne fait pas de distinction rigide, dualiste, entre le corps et l'esprit. Pour autant, pour en revenir à ma propre expérience de la question de la mort, mon propre décès, ça m'a jamais énormément inquiété. J'aimerais ne pas souffrir, bien sûr, si je pouvais éviter de mourir d'une maladie longue et douloureuse, ça m'arrangerait. En revanche, l'idée de disparaître en soi, ça m'angoisse pas vraiment. Ce qui par contre me peine beaucoup, c'est la mort des autres, amis, famille, etc. Et c'est ce que je traverse en ce moment. Et là-dessus aussi, la position de Spinoza me pose question. Pourtant, on sait par des correspondances qu'il a pu avoir qu'il a été attristé par le deuil. C'est apparent dans une lettre de juillet 1664 à son ami Peter Balling, qui venait de perdre son fils qui était encore enfant. Et ça m'interroge. Y a-t-il une place pour le chagrin dans l'éthique spinozienne? Et je vais vous décevoir, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Ce qui me semble évident, cela dit, c'est qu'il ne faut jamais se laisser consumer par son chagrin. Il faut rester actif, même dans la tristesse, sous peine de voir notre puissance d'agir s'amoindrir. Ça peut sembler être une maigre consolation, mais en vérité, c'est bien là-dedans que réside la liberté et le bonheur, en tout cas si on est spinoziste. Et à ce sujet, j'ai un dernier extrait de Think List of Death de Stephen Nadler que je voulais vous lire. C'est encore une fois ma traduction puisque le livre n'est pas sorti en version française. Je cite. L'objectif de Spinoza est de nous faire comprendre que la vie de la personne libre est la meilleure manière de vivre, la vie la plus accomplie pour un être humain. C'est une vie active, d'autonomie, de vertu et de puissance. Chez la personne libre, le désir est guidé par la raison et la connaissance, et non par des passions irrationnelles. La personne libre agit selon ce qui est bon et selon ce qu'elle sait être véritablement dans son intérêt, ainsi que dans l'intérêt des autres, et non selon ce qui a l'air bon ou ce qui lui procure simplement du plaisir. Cette vie est également la source du bonheur véritable, c'est donc la vie que nous souhaitons tous mener, que nous en ayons conscience ou non. Voilà qui conclut donc cet épisode de reprise. J'espère que ces quelques réflexions spinoziennes vous auront plu. Dorénavant, on va donc reprendre le rythme de parution habituel. On se retrouve donc la semaine prochaine sur YouTube, dans 2 semaines dans le podcast. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez curieux, et à bientôt dans Nouveau Paradigme. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee, et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.